Le soleil, généreux, baigne de sa lumière dorée le jardin verdoyant où se dresse une arche de fleurs blanches. Les pétales de rose, délicats et parfumés, parsèment l'allée menant à cette scène idyllique. Élise, dans sa robe immaculée, semble flotter. Son voile de tulle, léger comme une plume, encadre son visage illuminé d'un sourire radieux. Ses yeux bleus, habituellement emplis d'une douce mélancolie, pétillent d'un bonheur sans nuage. Elle est la personnification de la joie, une mariée de contes de fées. À ses côtés, Antoine, son futur époux, se tient droit, le visage empreint d'une fierté contenue. Son costume sombre, parfaitement taillé, met en valeur sa silhouette athlétique. Ses yeux noisettes, habituellement perçants, sont adoucis par l'amour qu'il porte à Élise. Ils dégagent une assurance tranquille, une aura de charme irrésistible. Ensemble, ils forment un couple d'une beauté saisissante, l'incarnation du bonheur à venir. La musique, une mélodie classique et entraînante, enveloppe les invités d'une douce sérénité. Les regards sont tournés vers le couple, captivés par leur bonheur palpable. Les rires joyeux, les murmures chaleureux et les applaudissements discrets créent une atmosphère de célébration et d'espoir. La cérémonie se déroule avec une fluidité harmonieuse, chaque instant semblant avoir été orchestré à la perfection. Le prêtre, un homme âgé au regard bienveillant, prononce les paroles solennelles. Ces mots, chargés d'une signification profonde, résonnent dans le silence attentif. Élise et Antoine se regardent avec une intensité émouvante. Leur amour est visible, palpable, presque tangible. Lorsqu'ils échangent leurs vœux, leur voix tremble légèrement, non pas de peur, mais d'une émotion pure et sincère. Les mots qu'ils prononcent, empruntés à des poèmes d'amour, célèbrent l'engagement éternel qu'ils s'apprêtent à sceller. Les alliances, deux anneaux d'or brillant sous le soleil, sont échangés. Leurs doigts se touchent, une étincelle les traverse. Un frisson d'excitation et d'espoir parcourt l'assemblée. La cérémonie arrive à son terme, l'instant où le prêtre les déclare unis pour la vie. Un tonnerre d'applaudissements éclate, mêlé à des cris de joie et des félicitations chaleureuses. Antoine soulève le voile d'Élise, révélant son sourire éblouissant. Leurs lèvres se rencontrent dans un baiser passionné, un saut d'amour éternel. La cérémonie achevée, les mariés s'engouffrent dans une vieille voiture de collection, un clin d'œil à l'élégance d'une autre époque. Le moteur vrombit, une mélodie rauque qui contraste avec la douceur des instants précédents. Le couple s'éloigne, laissant derrière lui les invités et le tumulte de la fête. La voiture serpente sur des routes de campagne bordées de champs verdoyants, puis s'enfonce dans une forêt dense. Élise, assise à côté d'Antoine, savoure la tranquillité retrouvée. Pourtant, un léger malaise commence à s'insinuer en elle. Le silence dans l'habitacle semble plus pesant, l'air moins léger. Antoine, concentré sur la route, devient moins loquace, ses regards moins chaleureux. Ses mains sont crispées sur le volant, comme s'il retenait une tension invisible. La route devient plus sinueuse, l'obscurité de la forêt plus menaçante. Élise remarque des détails qui la mettent mal à l'aise, des arbres aux formes torturées, des branches griffant le ciel comme des doigts squelettiques. Le soleil, qui brillait de mille feux quelques instants plus tôt, disparaît derrière les cimes, laissant place à une lumière crépusculaire. La demeure familiale, qui se dresse au bout d'un long chemin, apparaît comme une ombre imposante. C'est une bâtisse ancienne, construite dans la pierre grise, avec des fenêtres sombres qui semblent regarder d'un air sévère. La maison a une allure austère, un aspect presque hostile. Élise sent un frisson lui parcourir l'échine, un pressentiment obscur qu'elle tente de balayer. Antoine gare la voiture devant le perron, les phares illuminant une porte massive en bois sombre. Il sort de la voiture, son visage s'est refermé. Il ouvre la porte d'Élise, un geste machinal, sans la moindre trace de son sourire radieux. Élise sent que quelque chose a changé, une ombre s'est glissée entre eux. L'entrée de la maison est sombre, meublée de meubles anciens et poussiéreux. Une odeur de vieux bois et d'humidité flotte dans l'air, une atmosphère lourde et oppressante. Les pas des mariés résonnent sur le sol en pierre, créant un écho fantomatique. Élise se sent observée, comme si la maison elle-même avait des yeux. Antoine, devant elle, la guide dans un long couloir, ses pas sont rapides, déterminés. Les tableaux accrochés au mur, des portraits austères et sombres, semblent suivre chaque mouvement d'Élise. Elle se sent étouffée par cette présence silencieuse, par cette atmosphère lugubre. Ils arrivent enfin devant une porte imposante, ornée de sculptures étranges. Antoine ouvre la porte, révélant une pièce sombre, éclairée par la faible lueur d'une lampe de chevet. C'est leur chambre nuptiale. Le lit, un meuble massif à baldaquin, domine la pièce. Il est recouvert d'un drap en satin rouge sombre, une couleur qui contraste violemment avec la blancheur des murs. Des rideaux épais, d'un velours couleur lit de vin, masquent les fenêtres, empêchant la lumière du dehors de pénétrer. Élise examine la pièce avec une attention croissante. Elle remarque des détails troublants, une tache de vin rouge sur le tapis, un miroir fissuré au coin de la pièce,
un portrait ancien d'une femme au regard troublant suspendu au-dessus de la cheminée. Ces objets sont comme des indices, des signaux d'une histoire cachée. Elle ressent un malaise profond, une appréhension diffuse. Antoine se tourne vers elle, un sourire artificiel sur les lèvres. Il tente de la rassurer, lui assure qu'ils seront bien ici, que cette maison est leur nouveau chez eux. Pourtant, ses mots sonnent faux, ses yeux ne reflètent pas la chaleur de ses paroles. Sa présence est devenue inquiétante, elle a l'impression qu'il est un étranger. Élise sent un froid lui glacer les os. Le bonheur du mariage semble s'évanouir, laissant place à une angoisse grandissante. Le silence qui avait commencé à peser sur le couple lors du trajet a maintenant pris une forme palpable, presque oppressive. Le dîner, préparé par Antoine avec une application presque maniaque, se déroule dans la salle à manger, une pièce sombre et solennelle éclairée par les flammes vacillantes de quelques bougies. La table, immense et imposante, semble faite pour des repas fastueux, mais ce soir, elle ne fait que souligner l'isolement du couple. La nourriture, servie dans une porcelaine ancienne et fragile, est délicieuse, mais Élise a l'impression que chaque bouchée reste coincée dans sa gorge. Le silence entre elle et Antoine est ponctué par le cliquetis des couverts, un bruit qui résonne étrangement dans l'espace. Les bougies projettent des ombres dansantes sur les murs, transformant les visages en masques grotesques. Antoine tente de briser le silence avec des anecdotes sur sa famille, des histoires sur la maison. Il évoque des ancêtres excentriques, des rumeurs de folie, des disparitions mystérieuses. Il décrit les anciens propriétaires de la maison comme des êtres étranges, hantés par le passé. Il sourit en racontant ses récits, un sourire qui semble forcé, un peu trop large, qui ne touche pas ses yeux. Élise écoute, son malaise grandissant. Les histoires qu'Antoine raconte, au lieu de la rassurer, ne font qu'accentuer son inquiétude. Elle se sent de plus en plus isolée, comme si elle était une étrangère dans cette maison, dans la vie d'Antoine. Elle a l'impression qu'il lui cache quelque chose, que les sourires qu'il lui offre ne sont que des façades. Les quelques questions qu'elle pose sur ses récits sont accueillies avec des réponses vagues, voire évasives, qui ne font qu'alimenter son trouble. Elle se souvient alors de moments de doute qui ont parsemé leur relation. Les silences d'Antoine, ses accès de colère dissimulés, sa façon de la presser à se marier. Des flashbacks rapides traversent son esprit, des scènes où elle a senti une ombre passer dans son regard, un voile noir sur son sourire. Elle revoit sa peur lors de leur demande en mariage, puis le sentiment étrange d'un chemin qui ne pouvait plus se stopper. Le repas se termine dans un silence de plus en plus pesant. Élise a la sensation d'être piégée dans un piège invisible, comme une proie capturée par un prédateur. Antoine, quant à lui, semble satisfait de son effet, son regard devient presque moqueur. Il se lève de table, un mouvement ample, presque théâtral, et propose à Élise de découvrir davantage de cette maison chargée d'histoire. Antoine prend Élise par la main, un geste qui ne provoque chez elle ni joie, ni réconfort. Elle se sent prisonnière de cette emprise. Il la guide à travers les couloirs sombres, éclairés par la seule lumière vacillante de la bougie qu'il tient. Chaque pièce semble plus sinistre que la précédente, emplie de meubles anciens et poussiéreux, d'objets étranges qui évoquent un passé lointain et trouble. Antoine lui montre des pièces fermées, des portes verrouillées, des passages secrets dissimulés derrière des étagères. Il explique avec un plaisir étrange que certaines pièces sont interdites, qu'elles renferment des souvenirs douloureux, voire dangereux. Il minimise les bruits étranges qu'Élise entend, les qualifie de craquement du bois ou de mouvements de souris. Mais Élise sent que ces bruits sont bien plus inquiétants, elle a l'impression d'entendre des chuchotements, des murmures venus d'un autre monde. Dans une bibliothèque, les étagères croulent sous le poids de vieux livres reliés de cuir. Antoine les manipule avec précaution, une lueur sombre dans ses yeux. Il lui montre des ouvrages étranges, des grimoires anciens qui parlent de magie noire, de rituels occultes. Il les décrit avec un intérêt fasciné, un intérêt qui dérange Élise. Elle a l'impression qu'il est fasciné par le côté obscur, qu'il est peut-être lui-même lié à ce passé trouble. Dans une pièce inachevée, les murs sont recouverts de graffitis étranges, des dessins incompréhensibles qui ressemblent à des symboles occultes. Élise ressent une bouffée de panique en les regardant, un sentiment qu'elle essaie de réprimer. Antoine lui explique que ce sont les travaux d'un ancien propriétaire, un artiste excentrique et perturbé. Mais Élise sent que ces dessins ont une autre signification, une signification obscure et menaçante. Antoine la guide ensuite dans les combles, un espace sombre et poussiéreux empli de vieux objets inutiles. La poussière monte dans l'air, une odeur âcre et désagréable envahit leurs narines. Élise a la sensation que cet espace est un repère pour des créatures invisibles, que des yeux la regardent se déplacer dans l'ombre. Tout au long de cette visite, Élise sent une présence. Elle a l'impression d'être observée, qu'elle n'est pas seule dans cette maison. Elle entend des bruits étranges, des pas feutrés, des chuchotements inaudibles. Elle les attribue d'abord à son imagination, mais petit à petit, l'angoisse s'installe en elle. Elle a la sensation que la maison est vivante, qu'elle possède une conscience malveillante. De retour dans leur chambre,
la tension entre Élise et Antoine devient palpable. Elle n'arrive plus à cacher son malaise, sa peur. Elle l'interroge sur les pièces interdites, sur les histoires étranges qu'il a racontées, sur les bruits qu'elle entend. Ses questions sont directes, insistantes, elle a besoin de réponses. Antoine devient évasif, ses réponses sont floues, il se moque de ses peurs. Il tente de minimiser son malaise, la qualifie d'hystérique. Ses regards ne sont plus remplis de charme, mais d'une froideur inquiétante. Il devient impatient, son ton de voix monte d'un cran. La conversation tourne à la dispute. Des reproches sont échangés. Des révélations partielles sur leur passé. Élise évoque ses doutes, sa sensation d'avoir été manipulée. Elle lui reproche son insistance pour le mariage, les silences qu'il a toujours gardés. Elle met en doute ses sentiments, sa sincérité. Antoine réplique avec colère. Il lui reproche son manque de confiance, son obsession pour les détails inutiles. Il déforme ses propos, la fait passer pour une personne paranoïaque, incapable de profiter de la vie. Il lui rappelle qu'elle a toujours eu une tendance à dramatiser, à imaginer le pire. La dispute monte en intensité, les mots deviennent blessants. On apprend qu'Élise a eu des craintes dès le début de leur relation, qu'elle s'est sentie poussée à se marier. On découvre qu'Antoine a toujours exercé une forme de contrôle sur elle, qu'il a toujours voulu la façonner à son image. La musique, qui était encore mélodieuse, commence à devenir dissonante, un peu comme un avertissement. La pièce devient plus sombre, la lumière vacille. Élise et Antoine se font face, leurs regards chargés d'une haine nouvelle. Les masques sont tombés, la réalité apparaît dans toute sa laideur. La dispute se conclut par un silence lourd, une rupture qui semble irréparable. L'atmosphère est lourde, glaciale. On sent que l'enfer n'est plus très loin. La dispute terminée, un silence glacial s'est installé entre Élise et Antoine. Chacun s'est replié dans son propre coin de la chambre, les regards fuyants, le corps tendu. La tension est à son comble, l'atmosphère est irrespirable. Élise, rongée par l'angoisse, sent qu'elle ne peut plus rester passive. Elle a besoin de réponses, de preuves, de quelque chose qui puisse confirmer ses soupçons. Profitant d'un moment où Antoine a quitté la chambre, elle commence à fouiller discrètement. Elle explore les tiroirs du bureau, les étagères poussiéreuses, les armoires massives. Elle cherche un indice, un élément qui puisse la mettre sur la piste de ce qui se cache derrière le charme d'Antoine et le mystère de la maison. Elle a l'impression d'être une intrue, mais elle n'a plus le choix. Elle finit par découvrir, caché sous un paquet de vieux draps dans une commode à l'aspect négligé, un petit journal relié de cuir. La couverture est usée, les pages jaunies par le temps. Il est écrit à la main, l'écriture est fine, élégante, mais la calligraphie tremble parfois, comme si son auteur avait été tourmenté. Élise ouvre le journal avec précaution, un mélange de peur et d'espoir dans le cœur. Elle commence à lire, ses yeux se posant avidement sur les mots. Les premières pages sont des récits quotidiens, des descriptions de la vie dans la maison, les humeurs des anciens propriétaires. Mais peu à peu, le ton change, devient plus sombre, plus troublé. Le journal révèle l'histoire d'une famille brisée par la folie et le désespoir. Les ancêtres d'Antoine sont décrits comme des êtres étranges, obsédés par des rituels anciens, des pratiques occultes. Il y a des descriptions de disparitions mystérieuses, des récits d'événements sanglants qui se seraient déroulés entre les murs de cette maison. Le journal raconte l'histoire d'une autre mariée, une jeune femme qui est venue vivre dans cette maison, pleine d'espoir et d'amour. Elle décrit les mêmes sentiments qu'Élise, le malaise qui s'installe peu à peu, l'angoisse qui grandit. Elle évoque les silences, les non-dits, les regards sombres de son mari. Elle raconte ses doutes, ses peurs, sa tentative désespérée de fuir. Mais le récit se termine abruptement, sans explication, laissant un mystère épais derrière lui. La dernière page est déchirée, comme si quelqu'un avait voulu effacer le passé, la vérité. Élise, les mains tremblantes, referme le journal. Ces découvertes l'ont plongée dans une terreur glaciale. Elle comprend que le mariage d'Antoine n'est qu'une façade, un piège tendu à des proies innocentes. Elle réalise qu'elle est en danger, que sa vie est en jeu. Elle a l'impression d'avoir découvert un secret qu'elle n'aurait jamais dû connaître, un secret qui pourrait la perdre. Le retour d'Antoine dans la chambre est un choc pour Élise. Elle se cache précipitamment le journal derrière son dos, essayant de dissimuler sa panique. Antoine la regarde, son regard est plus sombre, plus dur. Il a l'air de savoir, de sentir qu'elle a découvert quelque chose. Elle ne peut plus se retenir, les secrets du journal brûlent en elle. Elle confronte Antoine, ses mots sont fermes, presque accusateurs. Elle lui parle des récits du journal, des disparitions, des rituels. Elle lui reproche ses mensonges, ses manipulations. Sa voix est chargée d'une émotion intense, un mélange de peur et de colère. Antoine, au début, nie tout, tente de minimiser l'importance du journal, le qualifie de récit imaginaire, de fantasmagorie. Il lui reproche encore une fois son obsession pour le passé, son incapacité à vivre le présent.
Mais son regard devient fuyant, il ne peut plus soutenir son déni. La pression monte, sa façade craque peu à peu. Il devient menaçant. Son ton de voix change, son attitude est plus agressive. Le masque du mari aimant tombe, révélant une personnalité froide et perverse. Il reconnaît que le journal contient des éléments de vérité, qu'il y a eu des événements étranges dans le passé de sa famille. Il explique qu'il essaie de protéger Élise, de ne pas la mêler à ses histoires. Mais ses explications ne convainquent pas Élise. Elle sent qu'il ne dit pas tout, qu'il cache encore des éléments importants. Elle insiste, la pousse dans ses retranchements. Il finit par perdre son sang-froid, sa violence devient évidente. Il avoue, à demi-mot, qu'il y a eu d'autres mariés, d'autres victimes. Il révèle des éléments de son passé qui indiquent un comportement manipulateur, une perversion qui l'habite depuis toujours. Ses silences, son insistance à se marier, ses accès de colère, tout prend un nouveau sens. Il décrit ses actions comme une mission, un rituel, une obligation familiale. Élise comprend qu'elle n'est pas la seule victime, qu'elle est destinée à subir le même sort que les autres. La confrontation atteint son paroxysme, un face-à-face intense, où la tension est palpable. Antoine la regarde avec un regard étrange, presque gourmand, comme s'il la voyait déjà morte. Élise se rend compte qu'elle est piégée, qu'elle est dans une situation désespérée. La peur l'envahit, une panique profonde et incontrôlable. Élise, consciente du danger imminent, comprend qu'elle n'a plus le choix. La seule solution est de fuir, de s'échapper de cette maison maudite. Elle se précipite vers la porte, mais Antoine la bloque, un sourire diabolique sur les lèvres. Il n'a plus l'intention de la laisser partir. La course-poursuite commence. Elle se met à courir à travers les couloirs sombres, ses pas résonnent sur le sol en pierre. Antoine la poursuit, ses pas sont plus lourds, plus déterminés. Les ombres semblent s'animer, la maison se referme sur elle comme un piège. Les bruits étranges deviennent plus forts, plus menaçants. On a l'impression qu'elle est poursuivie par une entité maléfique. Elle se cache dans les pièces sombres, se faufile derrière les meubles poussiéreux, essaie de trouver une issue. Les pièces qu'elle avait visitées lors de sa visite lui apparaissent d'un nouveau jour, comme des espaces de terreur. Elle sent la présence d'Antoine derrière chaque porte, derrière chaque coin. Sa respiration est haletante, son cœur bat à tout rompre. Antoine, tel un prédateur, la traque avec une précision implacable. Il connaît les moindres recoins de la maison, ses passages secrets, ses cachettes. Il semble jouer avec elle, la laisser courir pour mieux la capturer. Son rire résonne dans les couloirs, un rire sinistre et angoissant qui fait frissonner Élise jusqu'aux os. Les lumières vacillent, les ombres dansent, l'atmosphère devient presque irréelle. On entend des bruits de pas, des chuchotements indistincts, des portes qui claquent. La musique monte en intensité, elle est maintenant stridente et agressive, à l'image de la tension qui monte. La course-poursuite devient une véritable épreuve, une lutte pour la survie. Élise comprend qu'elle ne peut pas continuer à fuir à l'aveugle. Elle doit trouver un endroit sûr, une cachette où elle pourra réfléchir, planifier une stratégie. Elle se souvient d'un détail du journal, d'un passage secret qu'elle n'avait pas compris à l'époque. Elle sait maintenant où elle doit aller. Son instinct de survie reprend le dessus. Élise, à bout de souffle, se souvient soudain d'une phrase du journal, une mention à demi-mot d'un passage secret, d'une pièce cachée sous la maison. Elle se rappelle d'une brève description d'un motif particulier sculpté près de la cheminée. Elle se précipite vers le salon, ignorant le danger qu'elle court. Elle trouve le motif, une petite spirale gravée dans le bois, presque invisible à l'œil nu. Elle appuie sur le centre, et un déclic retentit. Une section de la cheminée bascule, révélant un passage étroit et sombre. La peur la saisit, mais elle sait qu'elle n'a pas le choix, c'est sa seule chance de survie. Elle se glisse à l'intérieur, la porte se referme derrière elle, la plongeant dans une obscurité totale. L'air est froid, humide, chargé d'une odeur de terre et de poussière. Elle allume son briquet, la petite flamme révélant un escalier étroit qui descend dans les profondeurs de la maison. Elle descend prudemment, chaque pas est une épreuve. L'escalier mène à un long couloir souterrain. La lumière de son briquet éclaire faiblement les murs, elle remarque des dessins étranges, des symboles occultes peints sur la pierre. Elle sent une présence, une énergie sombre qui émane des lieux. Elle arrive finalement à une pièce, plus grande que les autres, et éclairée par une unique lampe suspendue au plafond. L'atmosphère y est lourde, oppressante. Au centre, elle découvre une table d'autel, recouverte d'un tissu rouge taché. Des instruments étranges, des couteaux, des outils, sont posés dessus. En examinant la pièce, elle trouve d'autres objets macabres, des photographies de jeunes femmes souriantes, mais dont le visage a été barré par une ligne rouge. Des vêtements de mariée, sales et déchirés, sont amoncelés dans un coin. Un cahier, rempli d'une écriture illisible, repose sur une table. En le parcourant, elle reconnaît les mêmes symboles qui étaient présents dans les autres pièces de la maison. C'est là, au cœur de la demeure, qu'elle comprend toute l'horreur de la vérité.
Elle réalise que cette pièce est un sanctuaire pour des rituels macabres. La pièce devient le symbole de la cruauté d'Antoine. Elle n'est pas la première, ni la dernière victime. Elle découvre qu'elle est un pion dans un jeu pervers, une proie sacrifiée sur l'autel de la folie familiale. Ses jambes flageolent, ses mains tremblent. La panique est maintenant à son paroxysme. Les pas d'Antoine résonnent au-dessus d'elle, un bruit sourd qui la fait frissonner. Il a découvert le passage secret, il la traque, il ne va pas la laisser s'échapper. La lumière de la lampe vacille, projetant des ombres angoissantes sur les murs. Elle sent que la confrontation finale est inévitable. Il descend dans la pièce, un sourire diabolique sur les lèvres, le regard rempli d'une folie froide et calculatrice. Il la félicite pour sa découverte, la considère presque comme une partenaire, et lui explique sa vision tordue de la tradition familiale. Il lui révèle le destin qui l'attend, le sacrifice qu'il doit accomplir, sa place dans cet étrange et sanglant théâtre. Élise refuse, sa peur se transforme en colère, son désespoir en rage. Elle ne se laissera pas faire, elle ne sera pas une victime de plus. Elle s'empare d'un couteau posé sur la table, son geste est brusque, déterminé. Elle se jette sur Antoine, une rage sourde dans ses yeux, la rage d'une bête blessée. La lutte est brutale, sauvage. Les sons étouffés des chocs, les râles de douleur, les meubles qui se renversent. La violence est suggérée, on ne la voit pas directement. On entend des cris, des halètements, le bruit des corps qui se cognent. La musique monte en intensité, elle devient assourdissante, presque insoutenable. Les lumières vacillent, créant des jeux d'ombre inquiétants. Les deux protagonistes se battent avec acharnement, chacun cherchant à prendre l'avantage. Antoine est plus fort, mais Élise est mue par un instinct de survie décuplé. Elle esquive ses coups, contre-attaque, se défend avec une énergie qu'elle ne se connaissait pas. Elle est prête à tout pour survivre. La lutte s'arrête brusquement, un silence pesant succède à la violence. Le couteau a fait son œuvre, le sang coule. On voit le visage d'Élise, ensanglanté, le regard déterminé et perdu à la fois. Le souffle court, elle se relève péniblement. Le corps d'Antoine gît inerte sur le sol, la pièce est en désordre, les objets macabres sont éparpillés. La lampe vacille, la pièce est à moitié plongée dans l'ombre, on ne discerne plus bien les détails. On entend le son des respirations d'Élise, entrecoupées de sanglots. Elle se dirige vers l'entrée du passage secret, ses mouvements sont lents, incertains. Elle retrouve l'escalier, le monte péniblement, les forces l'abandonnent. Elle atteint la cheminée, pousse le mécanisme, la porte s'ouvre. Elle sort de la maison, une silhouette vacillante dans la nuit. La pleine lune l'éclaire, son visage est sali par la poussière et le sang, ses cheveux sont en bataille. Le vent souffle, apportant une sensation de liberté. La musique retombe, elle est plus lente, plus mélancolique, laissant planer un sentiment d'incertitude. On voit la porte de la maison, sombre et inquiétante. Elle est ouverte. Élise s'éloigne, ses pas sont hésitants. Elle regarde en arrière, une dernière fois, le regard plein de détermination. Son regard est tourné vers l'avenir, elle a survécu. Sauture en écu.